Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Et qu'on a de la broue dans le toupette à Cube, si vous pensez que on ne fait que parler de choses sérieuses, ben non, on a autant de plaisir à parler, mettons, des réactions aux tarifs et la réciprocité de Trump que de parler de recettes de carbonara. Bonjour, Cybèle Olivier. Ah, moi, les pâtes, ça me fascine et ça me passionne. Et ça te passionne? Et ça me donne faim. Alors, pour ceux qui viennent de commencer l'écoute de Cube, vous avez peut-être manqué ça à la fin de l'émission avec Benoît Dutrisac qui me précède. Je lui annonçais que ce soir, je prépare des spaghettis carbonara. Et il a une excellente idée, c'est que moi, je vais préparer mes carbonara ce soir selon ma recette, qui est évidemment la meilleure. Lui va préparer sa recette de carbonara, qui est évidemment moins bonne. Et demain, et on a décidé que c'était Alexandre Moranville-Ouellette qui allait faire la dégustation. Donc, Benoît et moi, on va apporter un petit Tupperware, un petit plat en plastique. On va le faire réchauffer et Alexandre va déguster à l'aveugle, va nous dire lequel des deux carbonara est meilleur. OK. Et je vais donc pouvoir être élue meilleure chef de Cube t'es Radio. confiante. Regarde, il y a quelqu'un qui a écrit justement tantôt, quand vous en parliez, pas de crème, pas de pancetta, pas de bacon non plus, ça prend de la guanciale. Oui, Gianchula, en fait. Ah, ben voilà, lui écrit guanciale. Est-ce que c'est parce que c'est mais pas comme ça c'est qu'on moi dit? qui En fait, trompe, alors, je ne peut-être. saurais pas le prononcer, moi non plus. Mais Ah bon, on mais en pourtant, trouve, vous êtes on en italien, trouve, Monsieur Ferrari, surtout Oui, avec mais, un nom de famille comme celui-là. Tout à fait, mais moi, je fais pas je suis pas dans ce niveau de nuance au niveau de la carbonara. La carbonara, c'est un bon plat familial, on le fait voilà. avec ce qu'on a à disposition. La question de la crème, pas de crème, ça reste une question quand même de fond un petit peu, mais il reste qu'à la fin, il faut faire les pâtes et puis c'est ça. Il faut Mais avoir est-ce que du tu fais tes plaisir. pâtes Déguster, c'est toi-même? Non, toi, Ah. je sais. Non, mais elle, Cybèle, est intense. Là, tu fais tes propres pâtes. Mais intense dans le bon sens du Oui, mais terme. j'aurais plutôt préféré dire comme bonne, exceptionnelle, tu sais, intense, je trouve ça un peu péjoratif. Oh, je t'ai fait de la pépère. Oh! Non, je suis vraiment désolée. Je veux rentrer dans la compétition. Non, je voulais dire, dans ma bouche à moi, Non, c'est vrai que c'est intense, ça signifie que quand tu t'investis dans un projet, tu le fais avec intensité. Mais j'avoue, je le fais pas toujours parce que c'est long. Puis ça Non, fait mais un c'est peu parce que, un petit écoute, bordel. non, mais écoute, alors, donc, moi, je trouve ça, j'ai énormément d'admiration pour les gens qui font leurs propres pâtes. Alors, vous avez entendu sa voix. Donc, les résultats du test, peut-être que tu aurais voulu, toi, tester les pâtes demain. Ben, je t'avouerais que je serais absolument contente de pouvoir tester les pâtes. OK, alors on va régler ça tout de suite parce que pour m'excuser du fait Alexandre, d'avoir dit que tu étais intense. Donc, moi, je vais préparer mes pâtes. Benoît va préparer ses pâtes. Il y aura 2 personnes pour tester. Yay! Parfait. Chacun de vous deux va donner une note. J'ai Là, voté pour toi. Là, je vois Hugo Veilleux qui est pas content en régie, qui dit, ben alors, puis le Jean-Philippe Leroux qui dit lui aussi, il veut participer. OK, là, on est pognés pour apporter chacun Invite-nous donc à 4 souper, plats. ta caillette. On va parler donc de tout ça demain. Mais pour aujourd'hui, vous l'avez entendu, j'ai à ma gauche Bruno Ferrari. Il est président du comité permanent national en traitement à l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. C'est un très long mot d'association. Monsieur Ferrari, bonjour. Oui, bonjour. Donc, je vais vous demander de... je vais rapprocher votre micro, puis rapprocher votre chaise, comme ça, on est sûr qu'on va bien vous entendre. Alors, la raison pour laquelle on voulait vous parler aujourd'hui, Monsieur Ferrari, c'était évidemment pas pour parler de pâtes carbonara, mais je vous remercie de votre participation au débat. C'est parce que l'heure est grave pour les centres d'intervention en dépendance au Québec, parce que le gouvernement vient de changer un mode de calcul. Donc, je sais que ça va peut-être avoir l'air un peu technique, mais il y a vraiment des incidences pour les gens qui ont des dépendances au Québec. Pourquoi, Monsieur Ferrari? Merci déjà de l'invitation, hein, dans un contexte où il y a beaucoup d'informations disponibles, ou je dirais de pointe. Et donc, ce sujet, c'est un sujet qui est assez fondamental, à mon sens, pour nous tous au quotidien, finalement, qui sommes pris avec des difficultés observées ou vécues de personnes qui ont des problématiques de dépendance, qui sont en situation d'itinérance avec une problématique de dépendance, qui ont des problématiques de santé mentale associées à une problématique de dépendance. Et donc, dans cette
enjeux finalement qui nous touchent. Il y a quand même des personnes qui sont aux manettes depuis des années. Dans mon cas, ça fait plus de 30 ans. Et donc, on dirige, moi je suis directeur d'un centre de traitement des dépendances qu'on appelle une thérapie, donc en langage courant. Et il y a 76 centres comme ça au Québec qui sont déployés dans un réseau. Et puis effectivement, je fais partie de cette association qui regroupe 60 des 76 centres. Pourquoi l'heure est grave en ce moment? Pourquoi l'heure est grave en ce moment? C'est parce que on n'entend pas parler de nous en général, parce qu'on est généralement occupé à bricoler notre propre survie dans un contexte de financement insuffisant. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'heure est grave aujourd'hui parce que dans ce bricolage-là, on avait un outil qui avait été mis en place en 2016. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'événement de la fermeture du centre Mélaric, 80 places, une fermeture brutale qui avait encore créé des traumas importants et puis qui avait interrogé justement sur la situation. À ce moment-là, pour nous adoucir ou adoucir notre situation un petit peu, on avait eu un 6 millions de dollars qui avait été débloqué dans un programme qui s'appelle l'aide financière au centre de traitement aux ressources d'hébergement dépendance. Ce 6 millions, au fil des ans, il est devenu en 2022, dans 2021, il est devenu 10 millions. Et il correspond à environ entre 10 et 20 dollars par jour par personne que nous accueillons. C'est pas beaucoup. Il venait compléter un montage qu'on a aussi, qui est un autre type de bricolage avec l'aide sociale. Okay, ça nous amène environ à un paiement aujourd'hui de 80 dollars par jour qu'on reçoit pour une personne qui est en traitement. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'on a eu des allocations qui nous ont été annoncées à chaque année. Et puis là, il y a 2 semaines environ, les centres ont commencé à recevoir des lettres. Et beaucoup de ces centres, incluant le mien, ont perdu une portion du financement. Nous, ça a réduit de 30%. Donc, c'est énorme! Oui. Donc, alors, pour résumer, on sait à quel point le travail de thérapie est important. On sait à quel point il y a énormément de cas de dépendance au Québec et on sait aussi les conséquences, justement, sur l'itinérance et sur toutes sortes d'autres choses. Et là, donc, combien de centres ont appris que leur financement diminuait de 30%? Alors, et ça, c'est vraiment ce qu'on dénonce finalement dans le communiqué qu'on vous a fait parvenir, c'est le fait qu'on n'en sait rien. Nous, on regroupe tous ces centres et on connaît des informations, on reçoit des informations à la pièce parce que ça nous repose. En réalité, déjà avant ces annonces, on ne savait pas quel était le mode de calcul. Mais là, comme des centres ont perdu ce 30%, et on est plusieurs, je veux dire, à avoir perdu ce 30%, on a commencé à demander, mais quel est le mode de calcul qui a été appliqué? Et là, donc, on est dans différentes régions du Québec. Et quand on appelle nos vis-à-vis au niveau des CIS, ou des SUS. Vous n'avez pas la même réponse tout le temps. Absolument. On a des réponses. Ça. Donc, en plus, c'est une histoire de financement manquant dans un réseau qui pourtant en a tant besoin. Mais en plus, c'est une histoire de bureaucratie. Et pour moi, c'est Noël aujourd'hui. C'est le genre d'histoire que j'adore dénoncer. Parce que, donc, au moins, si on peut vous dire clairement, mais là, j'ai commencé à lire une partie du communiqué où on expliquait le calcul. Mais c'est, encore une fois, c'est la maison des fous d'Astérix, là. Absolument. Et puis finalement, disons, si on isole mon cas, nous, l'année dernière, on avait eu une augmentation. On était contents. Cette année, on perd 30%. On n'est pas content. La question qui revient pourtant, c'est finalement... le même centre. C'est le même centre. Et les besoins sont les mêmes. Alors, quel est le mode de calcul? Donc, comme je vous dis, on a des réponses différentes d'une région à l'autre. Mais au bout du compte, le problème, c'est cette espèce... Moi, j'appelle ça du dumping technocratique. Ça veut dire que ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont chargés de faire en sorte qu'on puisse accueillir les personnes qui sont en souffrance, qui nous font souffrir aussi éventuellement, parce qu'une personne qui a des problèmes de dépendance, ça fait souffrir pas mal de monde autour d'elle. Je veux dire, il y a des personnes actuellement qui arrivent jusqu'à nos centres, qui entament un programme, et au bout d'un mois et demi, on nous dit, mais non, il n'y a pas de financement pour cette personne-là. Et nous, juste la semaine dernière, on a dû demander à 3 personnes de quitter en cours de programme. Parce qu'à un moment donné, on n'est juste plus capable. On ne peut pas, nous, on n'a pas la marge de manœuvre. On est déjà sous-financé à la base. En plus de ça, vous me dites, non, mais maintenant, ça va être 30% de moins. Expliquez. Moi, je suis un gestionnaire. J'ai des obligations, j'ai des employés, j'ai du monde qui doit faire des choses, des fournisseurs aussi à payer, évidemment. Et donc, ce que j'ai besoin de savoir, mais c'est quoi le modèle de calcul et qui a pris la décision de changer
le mode de calcul à partir de maintenant. Par exemple, dans une région, on nous dit « Ah oui, mais finalement, c'est parce qu'on a calculé non plus sur une année de référence, mais sur 5 années de référence. » Je dis « Ah bon, d'accord. Bon, bah, OK. Quelqu'un a pris cette décision. Pourquoi? Qui? À quel moment? » Deuxièmement, on me dit « Ah, mais de ces 5 années de référence, on a enlevé les 2 années de la COVID parce qu'il y a des centres qui avaient des difficultés pendant la COVID. » D'accord, c'est intéressant, mais nous, on était pleins pendant la COVID. Donc, qui Donc, décide? vous êtes désavantagé parce en fait, que vous avez eu une bonne performance et que vous avez continué à aider les gens. Mais avant qu'on rentre vraiment dans le détail, mettons, de la question des calculs, vous venez dire de quelque chose d'énorme, M. Ferrari. Des gens, donc, en ce moment au Québec, ont des problèmes de dépendance, commencent une thérapie et se font dire dans le processus qui est entamé, ben finalement, tu dois sacrer ton camp, comme on dit au Québec, parce qu'on n'a pas d'argent pour la payer, ta thérapie. Ouais. C'est épouvantable comment ils réagissent, les gens qui... Alors ça, c'est une excellente question parce que, je vais vous dire, on a eu 3 cas la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et c'est intéressant. On se retrouve dans une situation où une personne a entrepris son programme, son processus de changement. Il y a eu 3 cas et 3 réactions différentes. Un cas, c'est une personne qui n'était pas très motivée, il faut le dire. Le jour où on a dit, finalement, personne ne paye pour toi, on ne va pas pouvoir te garder. Il a dit, pas de problème, je m'en vais. Quelque part, ce que je veux dire, c'est que la motivation, elle est très changeante. Dans n'importe qui entreprend un processus de changement. Le deuxième, on lui a dit de quitter. Il ne voulait pas quitter, mais on lui a dit, écoute, on ne peut pas te garder parce que nous, on est déjà en train de payer et ça nous coûte environ 1 800 $ par mois, là, je veux dire. Donc, c'est quand même beaucoup. Et le troisième, il avait une fiducie. Quand on leur a dit, on va devoir lui demander de quitter, ils ont dit, attendez. Ils ont fait des vérifications. Ils ont dit, vous savez quoi, on va payer pour lui. On va trouver... Parce que personne ne veut que cette personne-là interrompt son programme, évidemment. Donc, il y a vraiment un enjeu. Et ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'il y a une région au Québec où ce problème n'existe pas. Alors, je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Mais rapidement, mettons, oui. Donc, il y a une région qui est la Montérégie, au Québec, qui a mis depuis des années en place un système qui est le plus proche que nous connaissons au niveau de la QCID de ce qu'on appellerait un accès universel en dépendance. Et nous, on reçoit des personnes référées par la Montérégie et effectivement, on a un revenu garanti de 128 $ par jour. Et quelle que soit la condition socio-économique de la personne, qu'il soit prestataire de l'aide sociale, qu'il soit sans prestation, une personne qui arrive de la rue directement, qu'il soit chômeur, étudiant, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est que cette personne a besoin d'un traitement. Elle a besoin d'aide. Et il y a une place disponible. Comme dans le système de santé, normalement, quand tu vas à l'hôpital, on ne te demande pas si tu es... Enfin, bon, bref. Donc, la question qui reste en l'air, finalement, c'est pourquoi on n'a pas tout simplement étendu ce modèle à l'ensemble du Québec. À l'ensemble du Québec. C'est une excellente question. Alors, écoutez, moi, je trouvais ça très important de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez eu l'intelligence de nous envoyer un communiqué. Je veux juste lire le titre du communiqué parce que, dans le fond, ça dit bien l'urgence de la situation. Vous dites « Accès au traitement en dépendance, un chaos financier qui jette des usagers à la rue ». C'est sûr, les 3 personnes, il y en a une qui est restée, mais les 2 autres vont peut-être se retrouver, en effet, à la rue, etc. Puis, Dieu sait les conséquences que ça peut avoir. Quelqu'un qui a entamé une thérapie alors qu'il en avait besoin et qui l'interrompt. Puis en plus, la motivation, après, tu n'as pas envie de retourner en thérapie. Merci beaucoup, Bruno Ferrari, d'être venu nous alerter à cette situation. Tenez-nous au courant si jamais le financement change ou si vous avez une réponse claire de la part des 6, les CIUS, puis les si-oui-oui, puis les si-ouin-ouin. Bruno Ferrari, vous êtes président du Comité permanent national en traitement à l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Merci de l'invitation. Merci.